Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Sur 62 légionnaires, presque tous sont morts, vous l'avez compris, ou grièvement blessés, mais leur résistance a retardé l'ennemi et sauvé le convoi et surtout marqué les esprits. Comme le dira plus tard un témoin, Cameron, c'est la victoire de l'honneur sur le nombre. Et ce jour-là, la Légion étrangère a forgé son mythe. Je suis très ému, je suis facilement émotif sur ce genre de choses. Le 1er mai 1863, quand le colonel Jean Nigro arrive sur les lieux avec ses troupes, le spectacle est indescriptible. Dans la chaleur étouffante, parmi les cadavres gonflés, les murs effondrés, on distingue encore l'odeur de la poudre et de chair brûlée. Encore une fois, sur les 62 hommes de la compagnie, 46 sont morts sur place, la quasi-totalité des survivants est grièvement blessée. Sur les 3 derniers combattants valides, Cateau, Vancel et Maine, qui sont épargnés par les Mexicains, ont été épargnés par les Mexicains, très impressionnés quand même. Ils avaient exigé, avant de déposer les armes, que leurs blessés soient soignés, je vous l'avais dit, et que les honneurs soient rendus. Et le colonel Millan, admiratif, a accepté. Cette attitude honorable de l'ennemi marque aussi l'histoire. Cameron est l'un de ces rares combats où le respect mutuel entre adversaires devient aussi constitutif de la mémoire. Quant aux prisonniers blessés, certains survivent, d'autres meurent dans les jours suivants faute de soins adéquats. Maudet, dernier officier encore debout au moment de l'assaut final, est fait prisonnier. Il va mourir plus tard en captivité. Le tambour Laï, grièvement touché, devient une figure presque légendaire de la compagnie. Le sort de ces hommes rappelle que Cameron n'est pas seulement une légende, c'est aussi une tragédie individuelle faite de souffrances, de blessures et de morts lentes. Au sens strict, Cameron est une défaite, vous avez compris. La 3e compagnie a été anéantie. L'hacienda est tombée et le terrain reste aux mains des Mexicains, évidemment. Mais ce jugement est quand même trompeur. La mission fixée par le commandement a été remplie, protéger le convoi. En occupant pendant près de 10 heures plusieurs milliers d'hommes, les légionnaires ont donc permis au convoi de traverser et d'atteindre Puebla sans encombre. Dans une guerre où la logistique, dans toutes les guerres, la logistique conditionne tout évidemment, ce résultat est extrêmement précieux. Le sacrifice d'une poignée a sauvé l'ensemble. Ainsi, l'action de Cameron, si coûteuse en vie, s'inscrit dans une logique militaire de protection et de diversion. Mais c'est surtout sa dimension morale qui retient l'attention. L'idée que l'honneur, la fidélité à la mission et la cohésion d'un petit groupe peuvent transcender la défaite tactique. Du côté mexicain, Cameron est aussi quand même un événement marquant. Les troupes de Millan, d'abord convaincues d'écraser rapidement cette petite unité, se sont heurtées donc à une résistance inattendue. Le combat a duré toute la journée, leur a coûté des pertes extrêmement importantes, mais surtout, l'attitude des légionnaires les a impressionnés. Et au soir, quand les 3 survivants valides ont négocié leur reddition sous condition, c'est pour ça que Millan a accepté sans hésiter, et il est allé jusqu'à leur rendre les honneurs militaires. Ce respect quand même est très rare dans une guerre qui est quand même marquée par la brutalité des guérillas, les embuscades, les exécutions sommaires, etc. Cameron, c'est quand même l'exception, un moment de reconnaissance mutuelle entre ennemis qui donne à l'événement une dimension universelle. Et comme l'écrit l'historien Comore, les Mexicains eux-mêmes, admiratifs, contribuèrent à forger le prestige de Cameron. Dans l'armée française, maintenant, la nouvelle de Cameron se répand, et elle se répand rapidement. Le sacrifice de la compagnie devient un sujet de conversation, un exemple cité dans les messes, pas les messes religieuses, dans le mess des officiers. Les officiers voient la preuve de l'esprit de la Légion, de sa capacité à accomplir l'impossible. La main de d'Anjou, retrouvée dans les décombres, devient à ce moment-là une relique conservée pieusement. Elle incarne le serment prêté par les hommes, se battre jusqu'au bout. Malgré tout, au niveau politique, l'impact, lui, reste limité. Dans les journaux français, Cameron est mentionné, mais sans emphase. L'opinion qui est déjà hostile à l'expédition n'y voit qu'un épisode secondaire. La propagande impériale, consciente du peu d'enthousiasme du public pour la guerre du Mexique, ne cherche même pas à en faire un symbole. Cameron est d'abord et avant tout une affaire de soldats, un récit d'initiés, avant de devenir des années plus tard un mythe officiel. Mais vous voyez, moi je l'ai découverte, cette bataille, il y a très peu de temps.
Et je ne sais pas si vous, de votre côté, vous la connaissiez. Le paradoxe est quand même frappant. Alors que Cameron illustre l'héroïsme et la fidélité, l'expédition du Mexique dans son ensemble tourne au fiasco, à la catastrophe. L'installation de l'empereur Maximilien à Mexico en 1864, présentée comme un triomphe diplomatique, en réalité, c'est une illusion. Le régime qu'il incarne ne repose que sur la présence militaire française. Les guérillas républicaines soutenues par Juárez et bientôt par les États-Unis sortis de la guerre civile rendent carrément la situation intenable. En 1866, Napoléon III doit ordonner le rappel des troupes. L'année suivante, Maximilien est capturé et fusillé à Querétaro. L'échec est total, humain, militaire et diplomatique. Pour la France, il ne reste donc que Cameron, isolé comme un éclat de gloire dans une entreprise littéralement désastreuse. Pour le Second Empire, cet échec contribue à miner le prestige de l'empereur, déjà en plus fragilisé sur le plan intérieur. Alors Cameron n'est pas un cas unique dans l'histoire militaire. Vous avez d'autres épisodes en France comme ailleurs qui montrent comment une défaite peut se transformer en symbole. Je vous citais les Thermopyles tout à l'heure. Léonidas et les Spartiates ont tenu tête à l'armée perse. Le siège de Saragosse, immortalisé par la résistance espagnole face aux troupes napoléoniennes. Ou encore plus près, la défense de Bazeilles en 1870 par les troupes de marine élevées au rang de légende après Sedan. Il en manque un, mais rassurez-vous, j'y viens. Ces défaites glorieuses, j'allais dire, avec des guillemets, partagent un point commun. Mais c'est pareil dans le sport. C'est exactement la même chose dans le sport. Vous avez, si je reprends, pardon pour la parenthèse, mais si je reprends le France-Allemagne de Séville en 1982, où la France est battue et éliminée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se souvient de 82 par cette défaite glorieuse. Il y a des défaites glorieuses, c'est comme ça. Et souvent, en tout cas moi qui suis un romantique du sport, je préfère une défaite glorieuse à une victoire sans panache. C'est comme ça. Vous me connaissez maintenant, j'aime le côté exalté, j'aime la beauté, j'aime le romantisme, j'aime quand c'est... c'est pour ça que j'aime Victor Hugo d'ailleurs. J'aime quand c'est fort. Voilà. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.